Salut Théophile. Salut Lisa. Alors, c'est ce vendredi 14 avril que le Conseil constitutionnel doit rendre une décision importante pour le gouvernement et pour le mouvement social d'ailleurs. Il doit valider, amender ou rejeter le projet de loi relatif à la réforme des retraites. Et toi, tu as voulu t'arrêter un peu sur la composition de ce fameux Conseil constitutionnel. Oui Lisa, tout est parti dans ma tête de la manière dont on traite aux États-Unis et ailleurs la question de la composition de la Cour suprême américaine. À chaque nomination d'un juge, les analystes et plus son parcours évoquent ouvertement ses opinions politiques et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les délibérations de la plus haute juridiction du pays, au pays de l'oncle Sam. Bref, ce sont des êtres de chair et de sang qui y siègent et tout le monde le sait. Or, en France, on a tendance à croire et à faire croire que ceux qui rejoignent le Conseil constitutionnel sont comme transfigurés par leurs fonctions et deviennent de purs esprits, uniquement motivés par le respect scrupuleux du droit. C'est en tout cas ce que semblait dire Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel et fils de Michel Debré, ancien Premier ministre et rédacteur principal de la Constitution de la Ve République. Je ne sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel, mais encore une fois, il prend ses décisions, il doit les fonder en droit. Et le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de rendre service à qui que ce soit, mais à dire si la Constitution a été... Vous avez besoin de le rappeler qu'il ne rend pas service. Vous pensez que là, à l'aune de sa décision, on va tous analyser... J'entends beaucoup de gens qui disent « il va faire ça, il va faire ça ». Attention, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il doit faire, et il doit le faire par le droit, et grâce au droit, parce qu'il y a quelque chose qui tient encore en France, c'est l'état de droit. Bref, circuler, il n'y a rien à voir, nos institutions sont parfaites, ou presque. Et pourtant, tu estimes qu'on devrait nous aussi nous appesantir sur les profils des membres du Conseil constitutionnel? Oui, bien entendu. D'abord, tout le monde ne sait pas comment ils sont nommés. En réalité, tout part de l'article 56 de la loi fondamentale qui stipule que 3 membres sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de 9 ans, mais il se chevauche. Et donc, c'est un organe qui se renouvelle par à-coups, progressivement. Mais en tout cas, ce mode de nomination a une première conséquence, le profil sociologique des membres du Conseil constitutionnel. On y retrouve surtout des personnes faisant partie du cercle des pouvoirs. Politiciens à la retraite, membres de la haute administration, etc. Bref, il n'y aura pas, vendredi, à la table des sages, de profils usés par le travail manuel, les horaires décalés ou la pénibilité. Ah non. On y trouve 4 anciens premiers ministres et ou anciens ministres, 5 anciens parlementaires, 2 avocats de profession, ainsi qu'un bon paquet de Sciences Po, d'énarques, comme tu peux imaginer. Alors, allons au bout de ta logique. Est-ce que tu peux évoquer pour nous les parcours de chacun des membres du Conseil constitutionnel? Oui, avec plaisir, avec gourmandise même. Alors, commençons par les plus célèbres, c'est-à-dire les 2 anciens premiers ministres, Laurent Fabius et Alain Juppé. Laurent Fabius, qui doit sa nomination à Richard Ferrand, l'ancien président macroniste de l'Assemblée nationale, il est le président du Conseil constitutionnel. Il est issu d'une très riche famille d'antiquaires. Pour te donner une idée, la collection de son grand-père a été vendue aux enchères en 2011, après près d'un siècle d'activité, à environ 10 millions d'euros. Les mauvaises langues font remarquer que les œuvres d'art ont été exclues du champ de l'ISF en 1982, alors que Laurent Fabius était ministre du budget de François Mitterrand. D'autres sources attribuent la paternité de cette exonération à Jack Lang, qui était alors ministre de la Culture, et disent que Fabius était contre. Bref, Fabius a été Premier ministre de François Mitterrand, ministre de l'économie de Lionel Jospin, ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Il a été l'homme du scandale du sang contaminé. C'est le gros point noir de sa carrière politique. Il faut noter qu'il s'était notamment opposé au passage de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans en 2010. Par ailleurs, il était ministre lors du passage à 60 ans en 1983. C'était une des grandes mesures sociales de François Mitterrand. Ces derniers mois, il aurait laissé fuiter quelques états d'âme sur certains aspects potentiellement anticonstitutionnels de la réforme Macron-Borne. On en saura plus bientôt. Parlons maintenant de Alain Juppé. Alors Alain Juppé, ancien Premier ministre, il est issu d'une famille d'exploitants agricoles. Il a fait Normal Sup, Sciences Po, l'ENA.
c'est l'ancien chouchou de Jacques Chirac qui le décrivait comme, entre guillemets, le meilleur d'entre nous. Il a été un peu le Elisabeth Borne de 1995. Il portait à bout de bras une réforme des retraites impopulaire qui avait mis la France dans la rue pendant 3 semaines au moins. En gros, il a dans son passé de quoi être compatissant avec l'exécutif actuel. Bon à savoir, en 2004, Juppé a été condamné à 14 mois de prison avec sursis. Il y a 1 an d'inéligibilité dans le cadre des emplois fictifs de la mairie de Paris. Tout ceci est charmant, n'est-ce pas? Et alors, il y a aussi Jacqueline Gourault, membre du Conseil constitutionnel depuis 2022. N'a, elle, pas été Premier ministre, mais ministre. Oui, cette membre du MoDem a quitté direct le gouvernement où elle occupait le poste de ministre de la Cohésion des Territoires pour le Conseil constitutionnel. Elle a été choisie par Emmanuel Macron lui-même, ce qui avait d'ailleurs, à l'époque, occasionné de nombreuses controverses. Elle faisait partie, rappelons-le, des ministres étiquetés millionnaires au sein du gouvernement Macron 2017. Et en dehors de Jacqueline Gourault, qui sont les heureux élus d'Emmanuel Macron? Alors on a Jacques Mézard, qui a été avant Jacqueline Gourault ministre de la Cohésion des Territoires au sein du gouvernement Macron-Philippe. Il a aussi été ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, toujours sous Macron. Jacques Mézard avait soutenu le candidat Macron dès 2016, alors qu'il était sénateur d'Obédience radicale. Retour d'ascenseur en 2017 et retour d'ascenseur en 2019 avec la nomination de Jacques Mézard au Conseil des sages. Alors, d'autres membres du Conseil constitutionnel sont un peu moins connus, mais on connaît un rayon, par contre, en termes de conflit d'intérêts. Alors, oui, c'est par exemple le cas de Michel Pinault, choisi en 2016 par le président du Sénat, Gérard Larcher. Haut fonctionnaire, il a fait carrière à la fois au Conseil d'État et dans de grandes firmes privées d'assurance comme AXA. Il a aussi été président du comité des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Quand on sait que le secteur des assurances et de la finance en général rêve d'un affaiblissement de la retraite par répartition au profit de la retraite par capitalisation, on se dit, bon, voilà, pas besoin de le convaincre d'être partisan de la réforme. Autre membre du Conseil constitutionnel nommé par Gérard Larcher, c'est François Sener. Mais François Sener, lui, on peut dire qu'il n'a pas cherché bien loin le Gérard avec lui. Alors, Gérard Larcher, qui, rappelons-le, est favorable au projet de réforme des retraites, au point de le défendre par toutes les méthodes possibles lors de son passage au Sénat. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. En février 2022, il a eu la flemme de trop chercher qui nommer. Il a pris son ancien directeur de cabinet, François Seners. François Seners, si on le dit ainsi, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui a aussi été par le passé directeur de cabinet de Rachida Dati et conseiller de François Fillon étant Premier ministre. On peut se dire qu'il y a très peu de chances que François Seners soit un bolchevique sournois ou un éco-terroriste. Ce n'est pas l'ancienne proche collaboratrice à être nommée au Conseil constitutionnel par son ancien supérieur hiérarchique. Oui, il y a également Corinne Luquienne, cette fonctionnaire membre du corps des administrateurs de l'Assemblée nationale, était secrétaire générale de l'Assemblée nationale au moment où elle a été nommée par Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale sous François Hollande. Bon point pour ce dernier. Elle avait été au même poste sous Bernard Accoyer, président LR de l'Assemblée nationale avant Bartolone. Difficile donc de la considérer comme une obligée de celui qui l'a hissé au sommet. On peut dire que Bartolone a été quand même élégant par rapport aux autres. On va dire que tu as gardé le meilleur pour la fin avec Véronique Malbec. Ah oui, alors avec elle, c'est le summum de la gênance, comme on peut dire. Véronique Malbec a été choisie en 2022 par Richard Ferrand, président macroniste de l'Assemblée nationale, et on ne peut pas dire qu'elle n'était pas au cœur du sérail macroniste. Elle avait été nommée en 2020 directrice de cabinet du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'homme aux multiples casseroles, mis en examen parce qu'il est soupçonné de s'être servi de son poste pour persécuter des magistrats avec qui il avait eu maille à partir quand il était avocat. Directrice de cabinet du ministre de la Justice, elle était en même temps en couple avec Frédéric Vaux, préfet et directeur général de la police nationale. Le plus troublant, c'est que Véronique Malbec était la supérieure de la procureure qui a prononcé un non-lieu bénéficiant à Richard Ferrand, qui était poursuivi dans le cadre de l'affaire des mutuelles de Bretagne. À l'époque, l'opposition avait crié au retour de service, au copinage et au conflit d'intérêts évident. Mais c'est passé. Elle s'est installée au Conseil constitutionnel. Véronique Malbec est donc dans la place et nous sommes contraints de croire que, par je ne sais quel miracle républicain, elle tranchera en ayant les yeux rivés uniquement sur la Constitution et les siècles de grandeur française qui nous contemplent.
Après, on va être reproché d'être populiste et d'échauffer les esprits avant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Oui, je suis prêt à prendre toutes les critiques, c'est pas très grave, mais il est évident d'un point de vue plus fondamental que nos institutions ont un problème en 2023. Je ne suis pas sûr que l'opinion publique accepte un tel fonctionnement, une telle manière de coopter des copains et des coquins pour, au final, trancher sur des questions d'intérêt national, une telle manière de procéder par une sorte de classisme d'État, c'est-à-dire qu'il n'y a que des diplômés du supérieur, des grandes écoles, il y a beaucoup de bourgeois, de grands bourgeois, de personnes très riches, il y a personne qui est un travailleur, un ouvrier, il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas d'employé. Et bon, on peut se dire, oui, non, mais peut-être qu'ils n'ont pas les compétences juridiques, mais il n'y a pas que des juristes, justement, dans ce Conseil constitutionnel. Parce que si on considérait qu'il était, que c'était comme à la Cour de cassation, où finalement c'était des magistrats qui avaient atteint un certain niveau de carrière qu'on nommait au Conseil constitutionnel, ok, d'accord, on aurait pu accepter, même si l'aspect classiste aurait toujours été présent, mais bon, on aurait pu imaginer que quelque part, ce sont des professionnels du droit qui peuvent trancher de manière fine sur des problématiques complexes. Mais là, en fait, ce sont des politiques, des avocats, des personnes du sérail qui vont décider pour nous tous sur un sujet d'importance capitale. Et c'est dommage. Merci beaucoup, Théophile. Évidemment, on suivra ça avec le média. Merci à vous aussi de toujours nous suivre, pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos. C'est maintenant à vous de jouer. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois et soutenez la première chaîne de télévision réellement indépendante et engagée du pays. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. À très vite.